Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons chaque semaine sur ce plateau bilan des premiers mois du gouvernement de mission. Guinée Actu, itinéraire économique. Ce soir, nous recevons l'un des symboles de ce gouvernement de jeunes compétents ouverts au monde. Moustapha Mami Diaby est ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Il est notre invité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, mon frère. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Économie numérique, c'est un concept nouveau. Oui, effectivement. Avec notre invité, nous allons cerner les implications de ce concept, mais aussi son poids aujourd'hui dans l'économie globale. L'autre question que le ministre va débattre avec nous, c'est la stratégie nationale mise en place pour que la Guinée ne rate pas ce que le chef de l'État appelle la 4e révolution. Bienvenue à tous. Monsieur le ministre, une fois encore, bienvenue sur ce plateau de Guinée Actu. Monsieur le ministre, vous êtes avant tout un ingénieur qui a été révélé aux Guinéens lors de votre passage à la RPT, où vous avez réussi à donner une grande dimension à cette autorité de régulation des postes et télécommunications dans notre pays. Après, vous avez été promu ministre, où l'acte qu'on retient déjà, c'est d'avoir réussi à rajeunir tout ce département. La jeunesse, la carte de la jeunesse, monsieur le ministre, est-ce que pour vous, c'est le secret de la révolution? Merci beaucoup. C'est peut-être prétentieux de dire que c'est le secret de la révolution, mais c'est un pilier de la révolution. Vous savez, quand on est jeune, on est plein d'énergie, on est dynamique, plein d'initiatives, on a beaucoup de prédispositions. Et on est apte à supporter la pression et on est surtout ouvert à l'innovation. Le secteur des télécommunications et de l'économie numérique est un secteur où on a besoin de l'innovation de façon continue. Donc, miser sur la jeunesse, c'est prendre le train du bon côté et surtout faire en sorte qu'on puisse adresser l'ensemble des problématiques de ce pays à travers l'implication, la participation et ce que les TIC peuvent apporter à l'économie nationale. Aujourd'hui, on voit que le chef de l'État est très engagé sur ce chantier. Il mise beaucoup sur le bouleversement de nos habitudes, sur beaucoup de choses à travers les nouvelles technologies. Aujourd'hui, où vous en êtes 9 mois après que vous soyez nommé ministre, au niveau de votre cahier de charge, de votre feuille de route, je voulais dire? Votre point relatif au chef de l'État qui ne rate pas une occasion pour parler des technologies de l'information et de la communication démontre que ces technologies ne sont pas que l'apanage des jeunes. Si M. le Président de la République est aujourd'hui un fervent défenseur, partout où il passe, il fait une sorte d'évangile, d'évangélisation des masses, des forces vives de la nation quant à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au niveau de l'administration, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau du business. Ça veut dire que toutes les couches sociales, tous les âges, sans distinction, ont leur place et peuvent utiliser les technologies pour améliorer leurs conditions de vie, améliorer leurs conditions de travail et participer activement au développement de l'économie nationale. Et pour revenir à votre question, où nous en sommes, depuis avant notre prise de fonction comme ministre en charge des secteurs des postes, télécommunications et l'économie numérique, vous l'avez dit, on était en charge de la régulation du secteur. C'est un secteur très dynamique, très concurrentiel.
beaucoup d'acteurs, qui a besoin d'un cadre légal et réglementaire dynamique, qui s'adapte. Parce que dans ce secteur, l'industrie est plus rapide, plus proactif que le gouvernement. Donc nous n'avons pas la possibilité d'élaborer, heureusement d'ailleurs, les cadres légaux et réglementaires avant les avancées technologiques. Et on peut s'adapter. Ce que le secteur fait, et c'est ce qui se passe partout à travers le monde, nous laissons le marché dicter, nous laissons l'industrie se développer, et derrière les États viennent pour essayer de réguler, faire en sorte qu'on puisse tirer le meilleur de ces technologies, le meilleur de ces innovations, tout en veillant sur la protection des populations. Aujourd'hui, l'État tire quoi de ces nouvelles technologies? Aujourd'hui, l'État tire beaucoup de choses. La première dimension, c'est la dimension sociale. Depuis 5 ans ou 6 ans maintenant, si vous observez la dynamique enregistrée dans le secteur des postes télécommunications et de l'économie numérique, nous avons réussi à populariser l'accès au téléphone, l'accès à l'Internet. Nous sommes passés des taux de pénétration de presque 15% à plus de 100% pénétration relative. Ça veut dire que nous avons beaucoup plus de cartes SIM actives que de population en fonction du recensement, du dernier recensement de la population. Nous sommes passés de moins de 2% de taux de pénétration de l'Internet à près de 30% aujourd'hui. Monsieur le ministre, ça c'est le courant des années d'efforts. Aujourd'hui, 9 mois après vous, votre prise en fonction, quel est le plus que vous avez apporté? Vous savez que l'approche, elle est systémique. Vous ne pouvez pas mesurer ce que vous avez fait en 9 mois sans tenir compte de ce qui a été fait avant. Depuis janvier, nous avons réussi à élaborer un nouveau document de politique et de stratégie de développement des télécommunications et de l'économie numérique pour la période 2016-2020. La particularité de ce document de politique et de stratégie, c'est qu'il révise le document de politique et de stratégie de la dernière partie. Il présente un plan d'action, présente un mécanisme de mobilisation des ressources et il y a un mécanisme de suivi et d'évaluation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons où nous sommes, nous savons où nous voulons aller, nous savons comment est-ce qu'il faut y aller et quels sont les prérequis qu'il faut avoir pour être sûr que nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. En plus de ce document, nous avons au cours des 9-10 derniers mois réussi à présenter un certain nombre de projets de loi. Un projet de loi relatif à la cybersécurité qui est passé à l'Assemblée nationale, qui a bénéficié de l'unanimité des honorables députés, qui a été promulgué par M. le Président de la République. Un projet de loi sur la protection des données à caractère personnel, qui a suscité beaucoup de débats, mais qui a été aussi voté à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale. Un projet de loi sur les transactions électroniques et un projet de loi sur la réforme du secteur postal. Toutes ces 4 lois ont bénéficié de l'adhésion totale de l'ensemble des députés de notre Assemblée nationale. Donc, votre objectif premier, c'était de renforcer la réglementation. Mettre un cadre légal réglementaire propice à l'épanouissement, à l'innovation et à l'investissement. Dans le concret, pour le Guinée-Moyen, on s'attendait à ce que, avec le gouvernement, que notre stratégie nationale se réveille, que le e-government soit une réalité, l'apprentissage ou bien la télémédecine soit une réalité. Où nous en sommes au niveau de ces chantiers? C'est vrai, le peuple a raison de demander beaucoup, et parfois d'ailleurs demander plus qu'il n'en faut, c'est normal. Il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte de répondre aux demandes et aux exigences du peuple. Vous avez parlé de la Sotelgui, vous avez parlé du réseau e-gouvernement, vous avez parlé d'autres choses. En plus du cadre légal et réglementaire que nous avons réussi à faire passer et des lois qui ont été promulguées, nous avons d'autres chantiers qui auront un impact direct sur l'économie nationale, un impact positif. Nous sommes dans le processus de redélégation ou de rapatriement du point GN qui va nous permettre de
populariser et de poser des bases solides d'un écosystème de l'Internet national. Nous sommes en train de construire un centre d'échange Internet pour faire en sorte que les citoyens vivant sur le territoire national, quand ils s'envoient des messages à travers l'Internet, que ces messages ne transitent pas par des pays hors des frontières. Ce qui sécurise davantage la communication. Il y a une question de sécurité, il y a une question de consommation de largeur de bande internationale, donc de réduction des coûts. Nous avons également la relance de la Sotelgui, qui est un objectif du gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui a amené le président de la République à nommer un directeur général et un directeur général adjoint qui sont en train de travailler pour faire l'évaluation de ce qu'ils ont trouvé. Excusez-moi, je ne rentrerai pas dans la stratégie de relance parce que nous sommes dans un environnement hautement concurrentiel. Je ne pense pas que le directeur général de Sotelgui veuille que je dévoile sa stratégie ici. Là, on pourrait juste comprendre que c'est peut-être un mot de passe, un mot d'ordre qui est maintenant entre vous, parce que le directeur général de la Sotelgui que nos équipes ont rencontré pratiquement aborde la question avec le même ton. Nous allons vous laisser découvrir ce reportage réalisé par Yaya Silla sur la relance de la Sotelgui, Monsieur le ministre. La société de téléphonie de Guinée, Sotelgui, toujours dans l'impasse. Depuis plus de 5 ans, ce patrimoine national est à l'arrêt suite à sa faillite. Pour sa relance, une nouvelle direction générale a été mise en place il y a 2 mois. Nous sommes en train de faire un travail de fond et comme vous devez savoir que nous sommes dans un environnement assez concurrentiel. Et pour une entreprise qui a été aux arrêts depuis plus de 3-4 ans, donc toutes les stratégies que nous devrions mettre en place pour sa relance efficace devront être extrêmement confidentielles. Donc je ne pourrai pas vous parler des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Ce que je peux vous rassurer, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait avec le soutien du ministère de tutelle et de l'État, du gouvernement tout entier. Et nous sommes déterminés avec une volonté, je dirais, de remettre cette institution cette entreprise sur pied. La Sotelgui est le seul opérateur de téléphonie dont l'infrastructure couvre toutes les préfectures du pays. À la question de savoir à quand le démarrage de ces services, le nouveau directeur général reste optimiste. Nous allons faire l'inventaire de tous les équipements et de toute l'infrastructure de l'entreprise. Ce travail est en cours et nous sommes en train de faire un travail de fond sur des stratégies de relance éventuelles. Le personnel, ça c'est en cours. Le personnel, ça c'est autre chose. D'abord il y a un travail de fond qu'il faut d'abord faire avant de penser à un recrutement quelconque. Maintenant, quand et comment, ça, comme je le disais tout à l'heure, je me réserve de donner des affirmations, de faire des affirmations dans le temps. La relance de la société de téléphonie de Guinée, Sotelgui, est très attendue par la population, car elle contribuera à la lutte contre la pauvreté et le chômage. Guinée Actu, itinéraire économique sur ce plateau, Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, la Sotelgui, est-ce que c'est devenu le chantier décisif de votre département? Je pense qu'il faut un éclairage. En tant que ministre, nous regardons l'écosystème des télécommunications et de l'économie numérique guinéen, l'écosystème guinéen, de façon équidistante. Tous les opérateurs sont équidistants de nous. Tous les opérateurs bénéficient des mêmes avantages, des mêmes faveurs et sont soumis aux mêmes exigences
et aux mêmes lois. Mais la Sotelgui, c'est un patrimoine national. Y compris la Sotelgui. Je dis bien, y compris la Sotelgui. Il n'y a pas de traitement de faveur. Il ne peut pas y avoir de traitement de faveur. La Sotelgui est un patrimoine de l'État, mais la Sotelgui s'employera à se comporter comme une entreprise privée dans un environnement concurrentiel, et la Sotelgui ne se dérobera pas des exigences légales et réglementaires qui régissent le secteur des télécommunications. Ça veut dire qu'elle ne doit pas compter sur l'État pour se relever? Elle doit compter sur l'État actionnaire et non l'État pouvoir central. Il faut faire la différence. Il y a l'État actionnaire, parce que l'État est aujourd'hui l'actionnaire unique de Sotelgui, et l'État qui met en place les politiques, qui met en place les lois et les règles, est différent de l'État actionnaire dans le cas des entreprises qui sont dans un secteur concurrentiel comme Sotelgui. Sur ce plateau, deux de nos confrères nous ont rejoint, Idrissa Cissé de la radio nationale, mais Ibrahima Souri Traoré du site d'information Guinée 7. Monsieur le ministre, ils ont aussi des questions pour vous. Vous parlez donc, nous parlons tous de la Sotelgui. Votre prédécesseur avait mis en place normalement une méthode de gestion de la Sotelgui qui devait être en partenariat public-privé. Certains privés même avaient été contactés à l'époque. Est-ce que quand vous faites nommer le directeur de la Sotelgui et son adjoint, est-ce que ça veut dire que vous abandonnez cette approche-là? Vous savez, notre prédécesseur, mon prédécesseur, il s'agit du ministre d'État, ministre Oye. D'abord, je voudrais dire que c'est un monsieur plein de bonne volonté qui a tout fait pour relancer cette entreprise, qui a exploré plusieurs pistes, qui avait pour ambition d'être témoin de la relance de cette entreprise. Mais parfois, ce qu'on pense être facile peut s'avérer être plus compliqué qu'on le pensait. Il y a eu un certain nombre de pistes qui ont été explorées. Il y a eu un certain nombre d'approches, mais il n'y a pas eu d'acte pris. Il n'y a pas eu de relation contractuelle, il n'y a pas eu d'acte légal qui a été pris avec un partenaire ou de la part de l'État quant à la stratégie globale qu'on met en place pour la relance de la Sotelgui. Oui, est-ce que vous abandonnez cela? Ça veut dire que l'État, comme vous l'avez dit tout de suite, l'État va être le principal actionnaire et on continue de la Sotelgui. Vous savez que dans les secteurs marchands, la Sotelgui est une société privée, cela dit en passant. La Sotelgui est une société? C'est une société privée, c'est une SA à un actionnaire. Les statuts de la Sotelgui font d'elle une SA, une société anonyme avec un seul actionnaire aujourd'hui. Ça veut dire que l'État a la possibilité de décider d'ouvrir le capital de la Sotelgui à un partenaire privé. Il peut être national, il peut être international. Donc, ce n'est pas une société, ce n'est pas comme les offices, c'est une société privée. Et aujourd'hui, tout ce que nous allons faire à l'endroit de la Sotelgui, toute stratégie que nous allons, en tout cas l'État actionnaire, toute stratégie que l'État actionnaire mettra en place doit être conforme à l'acte uniforme de l'OHADA et doit être respectueuse du cadre légal et réglementaire qui régit le secteur des télécommunications. Vous représentez l'État quoi par rapport à la Sotelgui? L'État actionnaire ou bien l'État quoi? J'ai deux casquettes. Quand je parle en tant qu'État actionnaire de Sotelgui, là, je discute avec le directeur général des stratégies à mettre en place pour relancer le patrimoine de l'État. Quand je parle en tant que ministre en charge du secteur, je m'adresse à l'ensemble des acteurs de façon équidistante et les interpelle sur les règles à observer, sur le comportement à observer et sur leurs obligations vis-à-vis de l'économie nationale, des citoyens et des lois qui régissent. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes vraiment équidistant vis-à-vis de toutes ces entreprises? Nous avons appris que vous n'avez pas voulu donner la 4G à une société de téléphonie parce que vous la réservez à la Sotelgui, qui pourtant aurait fait expressément la demande. Je peux vous dire que je n'ai pas reçu une demande d'une société de la place, qu'elle soit établie en Guinée ou hors de la Guinée,
pour ce qui est de la licence 4G. Oui, justement. Et je vous invite, la licence 4, et je vous invite à vérifier. La licence 4, ça sera justement, c'est tout l'intérêt aujourd'hui de la relance de la Sotelgui, la 4G aujourd'hui. Est-ce que la Guinée est capable de donner une licence 4G? Attendez, d'abord je vais vous dire, la 4G, c'est quoi? C'est la data, c'est l'Internet. Aujourd'hui, l'essentiel, ou la majeure partie de la population guinéenne est beaucoup plus intéressée par la téléphonie. C'est d'abord ça, c'est là-bas qu'il y a le business. Certes, l'Internet, l'économie de l'Internet est en train de progresser, le taux de pénétration est en train de progresser, mais une entreprise qui ne mise que sur la 4G, aujourd'hui, avec la situation actuelle du marché, il sera très difficile pour elle de pouvoir concurrencer les autres. Ça peut être un service en plus. Vous fournissez la téléphonie, vous fournissez l'Internet et vous fournissez des plateformes, des capacités suffisantes pour permettre à vos abonnés de jouir des facilités offertes par la téléphonie mobile de 4e génération. Oui, mais si les sociétés demandent cette licence-là, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le code même qui a été revu, les textes qui ont été revus, adoptés à l'Assemblée, est-ce que vous êtes prêt à donner aujourd'hui la licence 4G? Bien entendu. Aujourd'hui, techniquement, nous sommes à mesure de donner toutes les licences, parce que déjà, la Guinée, tous les textes légaux et réglementaires imposent la neutralité technologique. Nous sommes prêts à donner toutes les licences, à condition que les demandeurs remplissent les exigences minimales imposées par l'État. Voilà, monsieur le ministre, on s'intéresse à la relance de la Sotelgui. On vient de suivre le reportage de notre collègue Yaya. Au fait, c'est bien, la relance va certainement donner de l'emploi aux jeunes, mais moi je m'intéresse un peu à sa fermeture. Sa fermeture avait aussi conduit certaines personnes au chômage. Dans votre stratégie de relance, est-ce que vous avez pensé à ceci? Il y a par exemple des personnes qui géraient des kiosques où il y avait des cartes de recharge par exemple. D'un trait, ils ont appris que la société a arrêté. Dans votre stratégie de relance, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour eux? Vous savez, nous avons, au moment où l'entreprise a fermé, été confrontés à un certain nombre d'interrogations. Et aujourd'hui, nous sommes également confrontés à un certain nombre d'interpellations. Pendant la fermeture de la Sotelgui, effectivement, il y avait un certain nombre d'emplois indirects. Vous parlez des gérants de kiosques, les distributeurs de cartes de recharge, de cartes SIM, qui, bien entendu, avaient injecté leur économie. Quand on injecte son argent, c'est pour fructifier, c'est pour avoir un retour sur l'investissement. Et la Sotelgui avait de grands distributeurs, mais quand elle a fermé, tous ces distributeurs avaient été appelés, avant qu'elle ne ferme, avaient été invités autour de la table, et demande a été faite à ces distributeurs de ramener les cartes et de ramener les reçus prouvant qu'ils ont effectivement acheté ces cartes, et l'État voyait les possibilités de leur rembourser pour voir dans quelle mesure il faut recycler ces cartes. Parce que beaucoup de ces cartes ont été remises aux distributeurs, parfois à 0 francs, parfois à moitié prix, parfois en échange de certains services. Qu'est-ce qui se passe après? Une carte de 10 000 francs guinéens, quand on vous la remet à 5 000, vous communiquez sur le réseau d'un autre. Si votre communication se cantonnait seulement à l'intérieur du réseau de Sotelgui, peut-être qu'on pouvait maîtriser les dégâts. Mais imaginez qu'au cours de la mise en valeur de cette carte de 10 000 que vous avez achetée à 5 000, votre trafic est terminé sur le réseau d'un opérateur concurrent. Cet opérateur concurrent, à la fin, tendra la main à Sotelgui pour dire « Tu as écoulé du trafic chez moi, tu dois payer. » Et parfois, Sotelgui est amené à payer plus que ce qu'il n'a encaissé. Donc, on a été confronté à cette problématique. On comprend que ça ne rapportait pas grand-chose à Sotelgui. Ça ne rapportait rien du tout au moment où ça fermait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Sotelgui ne peut pas avoir de la place. Les sociétés privées qui exercent font le service qu'il faut. Et voilà, Sotelgui n'a réellement pas sa place, en tout cas pour développer ce que peut-être vous allez appeler tout à l'heure l'économie numérique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé des problèmes qui ont amené l'entreprise fermée.
Monsieur le ministre, pendant qu'on y est, vous parlez des problèmes de la Sotelgui. Est-ce qu'on sait aujourd'hui le passif un peu de cette entreprise? À un moment donné, on avait même mis en place un syndic qui avait travaillé. Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on sait où on en est là? Et la Sotelgui doit combien? Et les créanciers, comment ils se comportent? Est-ce qu'ils ont été payés ou pas? Très bien. Cette question est intéressante. Effectivement, il y a eu un syndic qui a été mis en place. Il y a eu, si vous voulez, toute une démarche légale qui a été entreprise à l'endroit du personnel, à l'endroit des créances. Le personnel a été désintéressé par l'État à travers l'inspection générale du travail. Toute la législation a été respectée sur ce plan. Aujourd'hui, la Sotelgui n'a pas un employé. Les dettes, le passif de l'entreprise a été évalué, audité et validé par le syndic. Aujourd'hui, tout le passif de l'entreprise revient à l'État. Et c'est combien? Excusez-moi d'abord. Tout le passif revient à l'État. Sotelgui étant la propriété de l'État, les passifs de Sotelgui reviennent à l'État et l'entreprise va démarrer comme étant une entreprise nouvelle et qui ne fera pas face à ces passifs à partir du moment où les passifs sont supportés par le propriétaire de l'entreprise. Okay. Monsieur le ministre, la Sotelgui n'est pas là, peut-être la Guinée aussi n'attend pas trop peut-être de sa relance aujourd'hui. Il y a d'autres, les services en tout cas que la Sotelgui devait rendre sont aujourd'hui rendus par d'autres sociétés. Mais ces sociétés-là, est-ce qu'aujourd'hui il y a l'économie numérique qui est en construction? Est-ce que ça a un poids sur notre économie en général? Et comment ça se manifeste? Le concept de l'économie numérique, je pense que c'est un concept qu'il faut expliquer. Ce n'est pas comme on peut évaluer directement la vente d'une marchandise. L'économie numérique, c'est toute économie que l'on peut faire à travers l'utilisation des TIC pour améliorer soit un cycle de production, soit un cycle de distribution. Pour faire court, sans les TIC, vous entreprenez des activités, vous fournissez des services, vous créez une chaîne de valeur, vous créez de la richesse à un certain niveau. Après, vous appliquez les TIC à cette chaîne de production et de distribution. Avec l'application des TIC, vous augmentez votre productivité, vous augmentez votre capacité à distribuer, vous augmentez votre chiffre d'affaires, vous augmentez même peut-être la qualité des produits et des services que vous mettez à la disposition des personnes, vous augmentez les bénéfices. Cet écart créé entre ce que vous aviez avant l'application des TIC et ce que vous avez avec, c'est cela de façon systématisée, de façon un peu schématisée, ce que représente l'économie numérique. Aujourd'hui, quel est son poids? Il est très difficile d'évaluer mathématiquement le poids de l'économie numérique. Parce que quand vous prenez le secteur de la santé, c'est un secteur social, l'application des TIC permet de produire ou permet des prestations de santé de qualité. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, l'application des TIC permet l'amélioration des prestations pédagogiques. Oui, mais aujourd'hui, on ne connaît pas ces réalités-là encore, monsieur le ministre. Ah si, il y a aujourd'hui peut-être que c'est là. Vous voyez, déjà vous dites qu'on ne connaît pas ces réalités alors que ces réalités existent. Combien d'étudiants, combien d'enseignants aujourd'hui ont accès à des bibliothèques virtuelles? Combien d'étudiants, combien d'enseignants aujourd'hui ont accès à des cours en ligne? Et le fait d'avoir accès... Là, vous parlez de la formation. Moi, je parle de la télémédecine, monsieur le ministre. Je vais venir. Si vous voulez la télémédecine, nous avons combien de femmes, combien de patients atteints de diabète, atteints d'hypertension, utilisent leur téléphone pour transmettre les mesures à leurs médecins, pour dire aux médecins, j'ai fait moi-même les mesures, voici les résultats. Et à travers les résultats, le médecin donne des conseils. Les femmes en état de famille qui appellent leur infirmier ou leur infirmière, leur médecin, pour expliquer l'état dans lequel elles se trouvent et que le médecin donne des conseils. Et combien de patients aujourd'hui ont la possibilité de consulter des médecins en dehors
de notre pays. Ceci n'est possible qu'à travers l'utilisation des TIC. Et voici ce que les TIC peuvent apporter à un secteur comme la santé. Et dans d'autres pays, à côté, le Sénégal et d'autres, bientôt en Guinée, il y a la possibilité qui est offerte à des médecins dans des grands hôpitaux internationaux de faire des interventions chirurgicales assistées par des robots sur des patients souffrant de pathologies un peu plus complexes. Monsieur le ministre, peut-être que j'ai du mal à me faire comprendre. Parler de services, moi je parle vraiment d'indicateurs qui puissent nous orienter pour qu'on puisse comprendre vraiment cette notion d'économie numérique. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous disent aujourd'hui qu'effectivement l'économie numérique prospère dans notre pays et a permis aujourd'hui à notre économie de dépasser une phase, ne serait-ce que peut-être sur le plan de la fiscalité? Je peux vous donner plusieurs indicateurs. Certains sont quantifiés, d'autres non. Parce qu'il y a des indicateurs que vous pouvez mesurer, il y a des indicateurs où vous sentez leur impact. Donc, si vous vous limitez seulement aux indicateurs mesurables, vous n'avez pas pris en compte toute l'approche systémique. J'ai pris la santé, j'ai pris l'éducation, je peux prendre le commerce, je peux prendre beaucoup d'autres secteurs où il est aujourd'hui difficile pour nous d'évaluer, de quantifier l'impact des TIC sur le développement de ces secteurs. Mais nous pouvons expliquer ce que les TIC permettent aux acteurs de ce secteur de faire en termes d'amélioration. Maintenant, il y a d'autres indicateurs mesurables. Vous avez parlé de la fiscalité. Parlé de la fiscalité dans le secteur de la téléphonie. Aujourd'hui, quel type de fiscalité nous avons dans ce secteur? C'est la TVA qui est appliquée à tous les autres secteurs marchands. C'est la TCT, la taxe sur les communications téléphoniques, qui est appliquée aux consommateurs guinéens. C'est le fameux 1 franc par seconde de communication. C'est la tartelle. Et aujourd'hui, vous avez, je pense, écouté la dernière fois le ministère du Budget, qu'aujourd'hui, le secteur des télécommunications et des TIC contribue à peu près à 40% dans les recettes fiscales de notre pays. Oui. Nous pouvons faire mieux. Faire mieux ne veut pas dire ponctionner plus, ne veut pas dire augmenter la pression fiscale. Ça veut simplement dire créer un environnement propice à la diversification des services, à la promotion et à l'épanouissement, surtout à l'attractivité internationale qui permet un flux plus grand des investissements étrangers. Monsieur le ministre, pour abonder à peu près dans le même sens que Monsieur Camara, il se trouve que quand le FMI récemment, après son séjour en Guinée, après avoir travaillé un peu sur l'économie guinéenne, a dit que c'est possible que la croissance en Guinée passe, je crois, de 3,8 à 5,2, si j'ai bonne mémoire. Mais, et on dit que les moteurs de cette croissance, on cite les mines, on vous cite l'énergie et autres, mais on ne cite pas les TIC. Cependant, il y a d'autres pays, vous le savez bien, monsieur le ministre, comme peut-être le Nigeria ou encore d'autres pays qui savent qu'on ne peut pas développer et à tout moment des pays avec des ressources non renouvelables, les ressources qu'ils appellent non renouvelables. Ici, nous avons assez de bauxite, mais on a du mal à vraiment comprendre ce que vous pouvez apporter en termes de croissance à l'économie guinéenne. Il s'agit en réalité de cela. Peut-être que ceux qui ont communiqué ou ceux qui ont parlé lors du passage du Fonds monétaire n'ont pas su bien présenter la chose. C'est le rapport du FMI, lui. Oui, n'ont pas su bien présenter la chose. Aujourd'hui, on vous dit d'un côté que le revenu en termes de fiscalité, c'est 40% vient du secteur des télécommunications et des TIC. Ça veut dire que c'est le premier contributeur. De l'autre côté, on vous dit, pour relancer l'économie, ça veut dire c'est pour faire plus, il faut développer les secteurs qui ne font pas mieux aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, la Guinée, on a l'habitude de dire que la Guinée est un pays minier. Mais est-ce que le secteur des mines contribue à la hauteur de ce qu'on attend du secteur aujourd'hui? Non. Vous savez tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés
ces dernières années, avec le départ des miniers, avec ces problèmes de renégociation. Qui reviennent quand même. Voilà, ces problèmes de renégociation des conventions et autres. Donc, avec Ebola, tous les autres secteurs étaient au ralenti, sauf le secteur de la téléphonie et de l'Internet. Tous. Donc, le secteur de la téléphonie et de l'Internet a continué à supporter l'économie nationale. Mais le seul secteur de la téléphonie et de l'Internet ne peut pas garantir la croissance économique. Parce que il peut être la locomotive. Non, je vous dis, monsieur le ministre. En fait, non. Il permet d'ajouter de la valeur aux autres secteurs. C'est quand tous les autres secteurs sont là et qu'on essaye d'appliquer les facilités offertes par les technologies de l'information et de la communication, qu'on ajoute de la valeur. Si vous arrêtez tous les autres secteurs aujourd'hui et vous ne laissez que le secteur des TIC, on n'ira pas loin. Oui, mais lui, il parle de locomotive, là. Non, en fait, ils peuvent stimuler l'économie. Aujourd'hui, on voit avec un stimulateur de croissance, les systèmes de transfert d'argent. C'est un stimulateur de croissance des autres secteurs, mais la notion de locomotive, quand vous parlez de locomotive, ça veut dire c'est lui qui tire les autres. En fait, il permet aux autres d'ajouter de la valeur et de créer beaucoup plus de richesse, de s'épanouir davantage. Vous parliez de fiscalité, parce qu'il se trouve que oui, vous pouvez, comme vous l'avez dit, contribuer à hauteur de 40%. Mais la fiscalité, parfois, justement, c'est un problème, ça peut être même un frein à la croissance, parce que quand vous taxez de trop, les entreprises n'arrivent pas à investir. Et quand les entreprises n'investissent pas, vous avez vu, vous voyez un peu ce que je veux dire, vous n'allez pas avoir une croissance escomptée. Parce que pour qu'on ait une croissance réelle, il faut quand même que l'on emploie des gens. Par exemple, c'est là où le secteur minier peut être cité parce qu'il emploie beaucoup plus. Le problème que l'on a avec les TIC, c'est que l'engouement, vous l'avez dit dès le départ, l'engouement que tout le monde a pour les TIC, c'est-à-dire que vous parlez des jeunes, vous avez rappelé que le président de la République, donc c'est toutes les générations, c'est les femmes, c'est tous les genres et tout le monde qui sont orientés vers les TIC, mais on a du mal à capitaliser cela, à transformer cela en véritable croissance pour que cela tire vraiment notre économie. Les taxes ont ralenti les investissements, on a l'impression. Je voudrais peut-être revenir sur les taxes. Peut-être que vous n'avez pas suivi quand j'ai dit que le secteur est capable de faire mieux, mais pas en augmentant la pression fiscale, pas en taxant plus. Parce que il faut d'abord créer de la richesse avant de la partager. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de production dans ce secteur. Pour qu'il y ait beaucoup plus de production, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'investissement. Pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois, il faut qu'il y ait de l'investissement. Il faut stabiliser le secteur. Dans ce cas, il faut augmenter l'attractivité internationale. On a l'impression, parfois, que tout est fait dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Non. Quand on regarde le chemin que nous devons parcourir, on ne dira pas que rien n'est fait, mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas, je ne suis pas de ceux qui pensent, et c'est clair, je pense que c'est partagé par les éminents économistes qui le disent d'ailleurs très bien, trop d'impôts tue l'impôt, mais au lieu d'augmenter la pression fiscale, il faut diversifier les services, il faut créer beaucoup plus de richesses, il faut promouvoir l'investissement, et en faisant la promotion de l'investissement, on fait la promotion de la richesse, la promotion de l'emploi. Oui, justement, sur ce point, vous faites, voilà, quelle est la stratégie nationale aujourd'hui que vous êtes en train de développer pour que les nouvelles technologies de l'information et de la communication soient vraiment au cœur de notre économie, de notre vie? Aujourd'hui, je crois qu'au début, je vous ai parlé de l'élaboration et de l'adoption d'un document de politique et de stratégie nationale de développement des télécommunications, des TIC et de l'économie numérique, que nous avons d'ailleurs transmis à toutes les ambassades accréditées auprès du président de la République en Guinée. Nous avons transmis à toutes les organisations internationales qui sont représentées en Guinée, aux différents ministères, pour leur permettre de prendre connaissance du contenu de ce document de politique et de stratégie. Qu'est-ce que nous avons prévu? Quels sont les différents secteurs qui sont prévus là-dedans? Ça part de l'éducation, de la santé, du commerce, de la gouvernance, du secteur des banques, du secteur des infrastructures, du secteur des mines. L'ensemble des secteurs aujourd'hui, tous
tous les secteurs ont besoin des technologies de l'information et de la communication. Pendant qu'on y est, j'ai une de mes équipes qui est occupée à la mise en place d'une application qui sera utilisée par le secteur rural. C'est une application qui sera hébergée sous Android et dont le serveur sera localisé en Guinée, qui permettra aux producteurs ruraux, cultivateurs, d'avoir accès à une application pour avoir le prix des denrées de première nécessité. Celui qui produit la pomme de terre à Timbi Medina doit être capable de connaître le prix du kilo de pomme de terre à Labé, à Pita, à Conakry, à Cancan, et avoir le choix de vendre sa pomme de terre à Labé ou de se déplacer pour venir la vendre à Conakry. Ça a quel intérêt? Ça réduit les intermédiaires qui viennent imposer le prix dans les villages. La spéculation. La spéculation, qui prennent cette marchandise, ce produit, viennent en ville et font beaucoup plus de profit que le paysan qui a souffert pendant des mois et des mois pour faire cette production. Et le résultat, c'est que ça va stimuler la production. En réduisant les intermédiaires, on augmente le bénéfice du producteur. En augmentant son bénéfice, il subvient beaucoup plus aux besoins de sa famille. Ça va au paiement de la scolarité des enfants, à l'accès à la santé, à l'amélioration de la nutrition, etc. Et quand il saura que ce qu'il produit, il peut le vendre au juste prix, il augmentera la production. Okay. Ça, c'est autant d'éléments, d'outils que nous essayons de développer. Et du point de vue de la gouvernance électronique, nous allons faire en sorte de rapprocher l'administration publique des populations pour que vous ne soyez pas, que les citoyens ne soient pas à tout moment face à des tracasseries administratives. Quand vous avez besoin d'une information, quand vous avez besoin d'un formulaire, vous devez pouvoir trouver ce formulaire sur un site gouvernemental à travers une plateforme dédiée aux citoyens. Quand vous avez besoin de questions, posez des questions, vous avez besoin d'une demande de casier judiciaire, d'un duplicata d'extrait de naissance, d'un passeport, d'une carte d'identité, le citoyen devrait être capable de remplir les formulaires en ligne sans être obligé de venir. Payer quelque chose pour ne pas que ça prenne d'autres voies. Pardon? Si vous avez besoin de payer quelque chose aussi. S'il y a des paiements à faire, que ces paiements se fassent en ligne et qu'il y ait une traçabilité. Ça prendra combien de temps? Ça élimine les intermédiaires et en supprimant les intermédiaires, on supprime les possibilités de corruption. Voilà, monsieur le ministre, depuis 2015, la Guinée devait faire la migration de l'analogique au numérique. Apparemment, elle ne l'a pas faite. Où nous en sommes? La Guinée, effectivement, s'est lancée dans le processus de migration, c'est-à-dire dans ce processus, pour respecter l'échéancier qui avait été établi par l'Union internationale des télécommunications qui était fixé au 17 juin 2015. Mais au 17 juin 2015, en Afrique, il n'y avait pas 10% des pays qui avaient fait la migration. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 15% des pays africains qui ont fait cette migration. Et on veut donc pas être les derniers. La tendance, c'est 2021. Et l'État, il y a 2 ans, a signé une convention avec un opérateur pour pouvoir mettre en place cette transition analogique numérique. Aujourd'hui, l'État est en train de voir dans quelle mesure accélérer ce processus dans l'intérêt des populations. Ceci passe par un certain nombre de prises de décisions stratégiques souveraines de l'État. Mais aujourd'hui, est-ce que vous en faites une priorité? Bien entendu, c'est une priorité de l'État. Monsieur le ministre, à l'entame de cette émission, on a parlé de e-government. À un moment, il y avait beaucoup de communication dessus. Aussi, il y avait ce programme présidentiel, ce qui concerne les tablettes, voire même la mise en place d'Internet dans les écoles. Où nous en sommes aujourd'hui? Ça fait 3 questions. Il y a l'initiative présidentielle connexion des écoles, l'initiative présidentielle des tablettes pour les étudiants, et vous parlez du e-government. En fait, la gouvernance électronique, c'est la fourniture d'un certain nombre de prestations en ligne. Que l'État puisse fournir certaines prestations à travers l'écosystème de l'Internet. Que les citoyens puissent bénéficier d'un certain nombre de prestations publiques à travers l'écosystème de l'Internet. Que même l'État, dans son fonctionnement normal, dans son fonctionnement quotidien,
puissent faire usage des technologies de l'information et de la communication pour réduire les délais de traitement des informations et pour, si vous voulez, mutualiser les efforts et faire en sorte de réduire les coûts de fonctionnement, parce qu'aujourd'hui, si vous parvenez à réduire ou à avoir une administration sans papier, si vous demandez au ministère des Finances de vous dire ce qu'un État comme la Guinée consomme en papier par an, peut-être que si vous économisez sur ça seulement, ça vous permettra d'investir sur des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et autres. C'est plusieurs composantes quand on parle de la gouvernance. Les membres du gouvernement aujourd'hui le chef de l'État ne rate pas une occasion pour insister à ce qu'on développe la gouvernance électronique. Il ne rate pas une occasion pour rappeler au ministre en charge de l'économie numérique que je suis la nécessité d'accélérer le processus de mise en place de la gouvernance électronique. Aujourd'hui, je peux vous dire que chaque ministre a une adresse email gouvernementale où il lui est dit de préférence de n'utiliser que cette adresse pour ce qui est des communications officielles. Vous avez vu ce qui se passe dans d'autres pays quand des politiciens ou des hommes d'État utilisent des adresses personnelles. Donc aujourd'hui, les ministres ont cette possibilité. Ils ont aussi à leur disposition des outils qui ont été distribués pour leur permettre effectivement d'accélérer un peu le processus de traitement de l'information et d'améliorer, si vous voulez, toute la chaîne de valeur. Maintenant, s'agissant de l'initiative présidentielle pour la connexion des écoles, aujourd'hui, nous avons installé des centres qu'on appelle les cyber-écoles dans 100 établissements d'enseignement supérieur, professionnel et préuniversitaire. À Conakry et partout en Guinée. Nous avons installé pour 100 et le président de la République va inaugurer ces 100 premières classes. Nous attendons d'avoir une certaine... de 100 écoles, c'est 100 classes. 100 établissements. Ok. 100 établissements. Nous attendons d'avoir une visibilité sur le programme du président de la République pour faire une inauguration de ces 100 établissements et mettre à la disposition des établissements ces centres qui sont équipés pour chaque de 26 machines en cloud computing avec des logiciels open source qui permettront aux élèves, aux étudiants de participer à la création des contenus. S'agissant du programme... Un étudiant, une tablette? S'agissant du programme Un étudiant, une tablette, qui a connu des retards considérables, c'est vrai. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et moi-même avons eu des séances de travail. Je peux vous dire que d'ici la fin du mois de novembre, vous serez témoin de la distribution du premier lot de tablettes aux étudiants. Ok, monsieur le ministre, par anticipation, on va vous dire félicitations. Mais d'ici là, monsieur le ministre, avec tous ces programmes, vous conviendrez qu'on a besoin vraiment d'un très haut débit, d'une bonne connexion. Et il se trouve que c'est comme quand il parlait de la santé par Internet, télémédecine. La télémédecine. Mais il se trouve qu'on nous avait promis, on nous avait dit que quand vous aurez la fibre, vous auriez deux choses fondamentales. Baisse de prix et qualité supérieure. C'est ce qu'on avait promis, c'est ce qui a été dit, que c'est la fibre, ça marche avec. On a la fibre, le prix n'a pas baissé, peut-être la qualité s'est améliorée, même ça, elle n'est pas très bonne. Vous allez dire que nous pouvons avancer d'autres pays, nous sommes en avance peut-être certainement sur d'autres pays, mais selon nos propres investigations, c'est que nos capacités encore, on a suffisamment de capacités qui nous permettent d'aller un peu plus, de relever un peu le curseur un peu vers le haut. Très bien. Quand vous dites on a la fibre, je pense qu'il faut relativiser. Nous avons une station d'atterrissement du câble sous-marin. C'est quoi la station d'atterrissement du câble sous-marin? C'est quoi l'accès au câble sous-marin? C'est la capacité qui nous est offerte d'augmenter les débits de nos connexions vers l'international. Ça n'améliore pas les connexions domestiques.
Ça n'améliore pas la connexion entre Conakry et Mamou, entre Conakry et la baie, entre Mamou et Nzérékoré. Ça améliore surtout l'Internet, les flux que nous avons à destination de l'international et en provenance de l'international. Maintenant, vu le progrès considérable du nombre d'usagers, parce qu'en 5 ans, nous avons quadruplé le nombre d'usagers, et nous n'avons pas quadruplé l'investissement, nous n'avons pas quadruplé les capacités de réseau, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous avons un grand projet de construction d'une dorsale nationale qu'on appelle le projet Backbone National. Le week-end passé, j'étais à Kindia pour visiter le chantier. D'ici la fin de cette année, ce backbone sera opérationnel pour ce qui est du tronçon Conakry-Mamou. Ça veut dire que toutes les localités, toutes les grandes agglomérations entre Conakry et Mamou pourront bénéficier de connexions très haut débit. Nous allons mettre en service le tronçon Conakry-Bokeh, Sangarili. Nous allons mettre Conakry-Labé, Conakry-Cancan, pour près de 1800 km. Et partout où la fibre est passée, nous aurons à connecter les opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand vous regardez la structure du pays, c'est un demi-arc. Pour que chaque opérateur puisse fournir le service à la Haute-Guinée, au Fouta et à la région forestière, il est obligé de passer par le tronçon Conakry-Mamou. Donc 60 à 65% du trafic national emprunte le tronçon Conakry-Mamou. C'est à l'image de nos camionneurs, c'est à l'image de nos conducteurs de taxi. Pour aller à la baie, au Fouta, en Haute-Guinée, en forêt, vous êtes obligé de passer par le tronçon Conakry-Mamou. Imaginez, si le tronçon, si la route Conakry-Mamou est rétrécie, quelle est la congestion que vous allez créer? Donc, désengorger ou avoir une sorte d'autoroute, avoir une infrastructure très large bande capable de prendre en compte toute cette demande, toutes ces sollicitations, permettra d'abord de rendre fluide ce trafic et de désengorger les régions. C'est vrai, monsieur le ministre, mais le backbone, c'est l'intérieur. Ici, il y a quand même le réseau métropolitain, c'est-à-dire de Conakry. Donc, ça devrait quand même marcher normalement à Conakry. Le réseau métropolitain, ce que nous appelons aujourd'hui réseau métropolitain, c'est le réseau gouvernemental. Il est vrai que chaque opérateur, en tout cas, certains opérateurs ont déployé de la fibre à Conakry. Certains, bon, presque tous, pour interconnecter un certain nombre de sites dits sites sensibles ou sites, quand vous avez un site nodal, vous avez intérêt à le sécuriser pour permettre au réseau de tenir, surtout en temps de congestion. Mais regardez ce qui se passe un peu aussi à Conakry. Il y a un phénomène que les citoyens n'observent pas. De 7h à 18h, presque 60% des consommations sont concentrées entre Matam et Kaloum. De Matam au kilomètre 36 à Koya, vous voyez, il n'y a presque pas de consommation. Et le soir, quand vous observez les réseaux, c'est 60%, en tout cas 55% à 58%, migrent encore vers la banlieue. Donc il y a un... Ils suivent le mouvement, mouvement des véhicules. Donc, en fait. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Ça pose un problème de dimensionnement des réseaux. Quand vous dites je vais densifier mon réseau à Kaloum, vous le densifiez, c'est vrai, mais de 17h30 à 7h du matin, il est occupé peut-être à 1-2%. Monsieur le ministre, excusez-moi. Et les réseaux en banlieue, de 7h à 18h, sont occupés peut-être à 10, 15, 20%. Vous voyez ce qui se passe? Donc, et quand vous êtes devant un phénomène comme celui-ci, il n'est pas impossible parce qu'on peut faire des allocations dynamiques. Mais pour faire des allocations dynamiques aussi, il faut disposer de beaucoup de ressources fréquentielles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 5 opérateurs GSM. Et les fréquences GSM ne sont pas illimitées.
Ce sont les mêmes fréquences. C'est une bande qui est harmonisée à l'échelle internationale. Et c'est cette bande qui a été morcelée entre 5 opérateurs. Donc ces opérateurs ne disposent pas de fréquences suffisantes leur permettant de faire plusieurs allocations, des allocations dynamiques ou de permettre de juguler, de prendre toutes les sollicitations en même temps. Donc il y a des aspects techniques, il y a des aspects liés à la mobilité de la population. Oui, c'est vrai, monsieur le ministre, il faut le reconnaître, le projet d'installation de la fibre optique avance, c'est vrai. Récemment, vous étiez à Kindia, mais il faut reconnaître que par endroits, ces câbles ne sont pas trop loin du goudron. Est-ce que vous avez, en cas d'agrandissement des travaux par exemple, est-ce que cela ne va pas causer d'impact sur les câbles? Je rappelle qu'il y a une étude très avancée aujourd'hui pour faire une autre route de Koya à Dabola. Très bien. Vous savez, pour faire une infrastructure comme celle-ci, vous avez l'obligation de faire une étude sur l'impact environnemental. Et vous avez l'obligation de prendre en compte les autres infrastructures, principalement la route, parce que nous suivons les routes. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous a amené à privilégier le tronçon aérien entre Conakry et Mamou. Vu l'état de la route, vu l'étroitesse de la route, il était difficile par endroits de mettre les câbles à côté, parce que vous voyez, le goudron il est là et après c'est presque un angle de 90 degrés et par là c'est un ravin sur 90 degrés. Il n'y a pas où mettre le câble sauf si vous le mettez sur le goudron. Nous avons, il y a aussi les questions de délai. Tous ces éléments mis ensemble nous ont amenés à opter pour la solution aérienne. C'est vrai, les localités ou les tronçons sur lesquels le câble a été posé à côté des chaussées, à côté du goudron, il y a une technique de pose qui fait qu'il y a d'abord une profondeur minimale à respecter. Et quand vous posez le câble, il y a un certain nombre d'éléments de signalisation qu'il faut mettre, de telle sorte qu'avant, et d'ailleurs actuellement on le fait à Conakry, quand il y a un projet de construction de route, quand il y a un projet d'aménagement, le ministère des Travaux publics, le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministère en charge des télécommunications, nos techniciens se retrouvent, ils regardent le tracé qui est proposé et les télécoms disent que sur ce tracé, nous avons des infrastructures parce que tous les opérateurs fournissent leur tracé pour dire nous avons des infrastructures, voici le tracé des infrastructures et ça permet à l'entreprise qui est en charge de l'exécution de ces travaux de faire attention. Ça s'est passé lors de l'aménagement au niveau de Koloma, c'est quand les télécoms ont donné le OK que les entreprises ont commencé à faire le travail. Certains avaient même pensé qu'à un moment donné que la Sotelgui avait ses infrastructures. Pourquoi la Sotelgui n'utiliserait pas... Non, pourquoi les autres entreprises n'utiliseraient pas les infrastructures de la Sotelgui pour la fibre optique là et au lieu de casser aussi la route comme la Sotelgui l'a fait il y a quelques années en arrière. Vous avez parfaitement raison, cette problématique est... c'est un sujet qui est un sujet de préoccupation aujourd'hui, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand on construit une belle route qui est censée durer 20 ans, le lendemain, la société d'électricité vient creuser, cette route ne pourra plus faire 10 ans. 2 jours après, c'est la société des eaux qui vient casser, peut-être que la route ne fera plus 3 ans. 1 semaine après, ce sont les télécoms qui viennent défoncer cette route qui devait faire 20 ans. D'abord, très belle le jour de l'inauguration. Ouais. Elle n'est plus praticable, peut-être qu'elle ne fait plus 1 an. Il y a un problème sérieux de coordination, d'intégration de nos programmes de développement, de mutualisation de nos ressources. Parce que si on avait mutualisé, si on avait coordonné nos programmes, on pouvait au moment de la construction de la route prévoir des tuyaux, des fourreaux pour les câbles électriques, pour les adductions d'eau et pour les câbles pour le secteur des télécommunications. Non seulement ça va éviter d'agresser les routes, mais de l'autre côté, ça nous permettra de faire des économies d'échelle de l'ordre de 60 à 65%. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que effectivement, dans le secteur des télécommunications, il y a une agression quasi permanente de nos routes. Et il n'y a pas de compensation.
excusez-moi, ce que je vais expliquer. Aujourd'hui, il existe une commission nationale composée des représentants du ministère des Travaux publics, des représentants du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, du gouvernement de Conakry et des télécommunications à travers la RPT. Quand un opérateur de téléphonie veut déployer une infrastructure, veut déployer une fibre optique à l'intérieur de la ville de Conakry, le tracé est transmis à l'ensemble de ces départements et chaque département doit se prononcer et l'autorisation est délivrée par le ministère des Travaux publics. Et avant de commencer les travaux, il y a au moins un fonctionnaire des travaux publics qui est nommé pour suivre l'exécution des travaux. Et les opérateurs de téléphonie supportent les coûts liés à la présence de ce fonctionnaire. Et il y a, en plus de ça, l'obligation qui est faite à cet opérateur de réparer la chaussée qui a été endommagée. Nous veillons à ce que cet opérateur le fasse et à la fin, notre travail s'arrête là. Si le propriétaire de la chaussée, le ministère des Travaux publics, délivre un quitus que tout a été fait, tous les engagements ont été respectés, nous ne pouvons pas être plus royalistes. Et là, souvent, vous recevez beaucoup de quitus. Et quand on le reçoit, on s'arrête là. Et ce que j'ai dit la dernière fois à ma collègue ministre des Travaux publics, qui est une dame très courageuse et qui a d'énormes difficultés aujourd'hui dans la gestion de cette problématique des routes, je lui ai dit, pour nous permettre, vous et nous, d'avoir une meilleure visibilité, arrêtez tous les travaux. Dès que vous voyez quelqu'un, arrêtez. Peut-être qu'en arrêtant, vous saurez exactement si la personne a obéi à toutes les obligations ou pas. Et souvent, en arrêtant ces travaux, c'est tout un circuit économique qu'on arrête. Les sociétés de téléphonie, justement, vous avez souligné, aujourd'hui, ont beaucoup gagné grâce à la politique nationale mise en route depuis quelques années. Vous allez suivre ce petit témoignage que nous avons eu avec le directeur général actuel de l'ARPT, l'autorité de régulation donc, des postes et télécommunications. En ce moment, il s'occupait des finances. Vous prenez 2009-2015, il y a une augmentation de 250% du chiffre d'affaires des opérateurs. Ils ont quitté dans des environs de 600-700 millions. Aujourd'hui, ils sont dans les 2000 milliards. Donc, vous faites vos maths. Si vous voyez 2000 milliards de chiffre d'affaires, après, vous allez voir le bottom line. Qu'est-ce que ça représente? Ça, c'est seulement en ce qui concerne, par exemple, les impôts et les taxes. Mais il y a aussi l'importation de tout ce qu'ils font comme matériel. Parce que pour arriver aux 2000 milliards de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'ils ont fait un investissement pour développer leur réseau. Donc l'importation, non seulement de ce matériel, il y a encore au niveau de la douane, ce qu'ils payent au niveau de la douane. Donc c'est un poids économique vraiment puissant et que c'est des ressources pour l'État. L'État fier, complice de ces sociétés ou pas? Vous savez, il faut avoir une vision systémique, une vision holistique. En fait, c'est un tissu économique très dynamique. C'est pourquoi nous, en tant que gouvernement, nous disons que quand un secteur est dynamique, comme celui des télécoms et des technologies de l'information et de la communication, il est de la responsabilité de l'État d'ouvrir les yeux, de créer les conditions beaucoup plus propices à l'épanouissement de ce secteur. Des conditions qui poussent ces investisseurs à investir plus. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous nous battons pour mettre toutes les lois qui protègent l'investissement, qui protègent l'investisseur, qui protègent l'emploi et qui protègent son business. Et des lois qui ne protègent pas le consommateur? Bien entendu, il y a aujourd'hui tout un arsenal législatif qui protège le consommateur. Mais souvent, les consommateurs n'ont pas ce sentiment, monsieur le ministre. Peut-être que les consommateurs ne connaissent pas tous leurs droits. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment vulgarisé ces dispositions légales et réglementaires. Mais il y a aujourd'hui des dispositions qui protègent clairement les consommateurs. Certains consommateurs ont fait l'expérience. D'autres ont subi des abus. Après enquêtes qui se sont avérées être des abus, je peux vous dire que les opérateurs ont été mis devant leurs responsabilités et
le tort a été réparé. Monsieur le ministre, vous parliez tantôt de textes de loi. Récemment, il y a une société téléphonique qui a augmenté sa tarification sans respecter les textes de loi. Elle n'a pas été, en tout cas à ma connaissance, elle n'a pas été sanctionnée. Est-ce que ce taxe restera impuni? Vous parlez de Orange Guinée. Orange, bien sûr. Bien sûr. Il y a eu effectivement une augmentation. Et si vous vous souvenez, nous avons directement interpellé l'autorité de régulation. Et l'autorité de régulation a mis l'entreprise en demeure de suspendre ces tarifs et d'observer le délai de 1 mois, vous informer, vous observez le délai de 1 mois pour fixer vos tarifs. Nous sommes sur un marché concurrentiel. L'opérateur a l'obligation d'afficher ses tarifs. Oui, mais pour avoir violé les textes de loi, qu'est-ce qui était prévu pour ça? Il y a eu, à mon avis, parce qu'il faut être un peu plus, si vous voulez, pas conciliant, mais il faut faire attention. Surtout qu'ils apportent beaucoup. Non, ce n'est pas cela. Quand après Orange vous vous a dit rendez... qu'elle n'a pas violé la loi. Justement. Si l'entreprise n'avait pas violé la loi, elle n'allait pas suspendre. Parce que ce n'est pas parce qu'on est régulateur qu'on peut imposer sa volonté à un opérateur. Il y a le recours gracieux, il y a le recours devant les cours et tribunaux, devant la cour d'appel. C'est parce que, effectivement, la première chose, on a dit, avant de rentrer dans un processus d'établissement de qui a violé quoi, il faut suspendre la mesure d'abord. Il faut protéger les citoyens en suspendant la mesure. Sinon, on pouvait être palabré pendant 1 semaine, 2 semaines, pendant lesquelles 2 semaines, la population est en train de souffrir. On a dit, vous arrêtez. Et regardez ce que ça fait. Le fait d'arrêter est déjà une contre-publicité pour l'entreprise. Le fait d'être obligé de faire marche arrière est une contre-publicité. Donc c'est déjà une sanction en soi. Okay. Monsieur le ministre, cette mesure a quand même prouvé la présence d'une certaine autorité qui veille à la régulation. Et qui veille à la protection des consommateurs. D'accord, monsieur le ministre, on vous le concède. Monsieur le ministre, vous venez vraiment de recevoir beaucoup d'autres, toute l'Afrique, hein, l'Afrique, en tout cas une douzaine de pays ici à Conakry, c'était pour mettre en place ce que nous allons appeler un bouclier contre les attaques. Aujourd'hui, est-ce que les attaques, la cyberattaque, aujourd'hui, est-ce que c'est minimisé réellement dans nos pays? Vous avez raison, on a clôturé un atelier hier, un atelier africain, sur le processus de mise en place des unités d'alerte précoce et de lutte contre les cyberattaques. Et le 4e jour, nous avons fait un atelier de sensibilisation d'une équipe de policiers, d'une équipe de gendarmes et d'une équipe de magistrats guinéens sur le cadre légal et réglementaire régissant le secteur des télécommunications et de l'économie numérique, sur la problématique de la cybersécurité, sur la problématique de la protection des données à caractère personnel, parce que la personne est au centre de toutes les préoccupations. Quand on parle d'attaque, c'est soit on attaque la personne physiquement, soit on attaque les intérêts de la personne, soit on porte atteinte à la dignité de la personne. En tout cas, la personne est au centre de tout. Les menaces existent partout aujourd'hui. Elles sont de plusieurs types. Vous avez la petite escroquerie, vous avez la pédopornographie, vous avez l'apologie du terrorisme, vous avez plusieurs formes d'atteinte à la dignité de la personne qui existent dans le cyberespace. Des gens aujourd'hui viennent vous dire bonjour, ils parlent avec vous, au même moment ils sont en train d'enregistrer ce que vous dites. Ils se permettent de mettre ça dans les réseaux sociaux. Ou vous êtes une personne politique, des gens viennent vous rendre visite chez vous, vous êtes en tenue légère, vous avez le droit d'être en tenue légère chez vous, en culotte par exemple, en t-shirt. Ils profitent, ils vous filment, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux. C'est une atteinte à votre dignité, c'est une atteinte à votre vie privée. Donc voilà autant d'infractions, autant de délits, autant de crimes que nous essayons de caractériser, que nous essayons d'éviter à travers la mise en place de ces outils et bien entendu de ces ressources humaines compétentes capables de prévenir et à la fin de sanctionner les contrevenants. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, si moi je suis victime de cette cybercriminalité, cette cyberattaque en Guinée actuellement, qu'est-ce que je fais? La première chose, quand vous
Vous pensez que vous êtes victime, vous devez apporter la preuve. À qui? À qui? Vous avez aujourd'hui, pour ne pas vous compliquer la vie, venez au ministère des Télécommunications, apportez la preuve de votre... À ce niveau, il y a un service identifié ou... Nous avons aujourd'hui mis en place l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission. On n'a pas eu le temps de parler de la Poste, pourtant qui doit reprendre une seconde vie, un second souffle. On espère que ça va aller comme sur des roulettes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire réellement pour que la Guinée tire le maximum de profit des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Je vais faire un clin d'œil à la Poste. Il faut qu'on parle de la Poste parce que c'est un secteur, pour moi, un secteur économique majeur. Aujourd'hui, à travers la Poste, nous pouvons atteindre beaucoup de choses. On peut utiliser la Poste, par exemple, pour faire de l'inclusion financière. On peut utiliser la Poste pour bancariser les non bancables, ceux qu'on pense être non bancables, ceux que les banques traditionnelles n'intéressent pas, ceux qui ne peuvent pas aller vers les banques traditionnelles. Parce que la Poste peut aller dans les communautés rurales. On peut utiliser la Poste aujourd'hui pour payer les salaires des fonctionnaires, pour payer les pensions de nos retraités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Il fallait d'abord mettre en place le cadre légal propice. Nous avons réussi à faire passer une loi pour la réforme du secteur des postes. Et dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositions qui encadrent les activités financières de la Poste, les services financiers postaux, qui encadrent les activités traditionnelles de la Poste, qui encadrent toutes les activités, tous les services que le secteur des postes peut fournir. Parce que sans ce cadre légal, quelle que soit votre volonté, vous pouvez vouloir fournir des services, faire des prestations, mais si ces services et ces prestations ne sont pas sur un socle légal et réglementaire, c'est le jour où il y aura des difficultés, le jour où il y aura des problèmes, que vous allez vous dire, je ne suis pas passé par le chemin, je suis peut-être passé par le raccourci qui n'était pas le meilleur chemin. Ça, c'est pour la Poste. Maintenant, comment transformer le pays en 2.0? Ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons pour ambition d'améliorer l'attractivité de ce pays. Nous avons, si vous avez vu lors de la semaine nationale, la semaine de l'entrepreneuriat numérique, nous avons identifié un certain nombre de jeunes. Je vais vous inviter la semaine prochaine à venir au ministère. Nous sommes en train de construire ce qu'on appelle un GovLab, un laboratoire gouvernemental, où nous mettrons des jeunes talentueux qui vont développer des applications au service du gouvernement, au service de l'administration, au service du secteur privé, pour faire en sorte, comme à l'image des pays comme le Sénégal et d'autres, que nos besoins en termes d'application, nos besoins en termes de ressources soient disponibles au niveau national. Et ça, nous identifions les jeunes, c'est une sorte de Silicon Valley sans prétention aucune. Est-ce que l'identification, mais c'est comme ça que nous pensons créer l'émulation, créer la compétition, si vous voulez, mutualiser les efforts des jeunes créateurs parce que nous avons du talent. En Guinée, il suffit juste de les identifier, de les encadrer et créer une visibilité pour ces jeunes pour qu'ils puissent vous montrer ce qu'ils savent faire. Monsieur le ministre, c'est fini pour cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci à nos confrères, merci à toute l'équipe technique et éditoriale qui nous a permis de préparer cette émission. Guinée Actu, itinéraire économique se poursuit la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Makora tiye